Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette deuxième saison des éclaireurs. Avant de commencer ce nouveau chapitre, je voulais simplement vous dire merci pour votre écoute et votre fidélité. La première saison des éclaireurs a été un temps de partage, de découverte, de paroles sincères. Un temps pour nommer, parfois pour comprendre, souvent pour laisser faire. Et maintenant, nous continuons ensemble avec une nouvelle saison, une nouvelle note à explorer. Et je vais partager avec vous une autre de mes passions, c'est la musique. Il existe dans le monde de la musique un objet très simple, petit, discret, presque invisible. On l'appelle le diapason. Le diapason ne joue pas de musique, il ne cherche pas à briller, il ne dit pas aux instruments comment jouer. Il donne simplement une note, une fréquence juste. Et chacun s'accorde à partir de là. Si je vous parle de cela aujourd'hui, c'est parce qu'avec le temps, j'ai compris que mon chemin ressemblait beaucoup à cet instrument. Je n'ai jamais eu la prétention de dire que je savais mieux que les autres. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé, ce que j'ai compris, je ne l'ai jamais considéré comme un mérite, mais comme une grâce. Parfois comme une épreuve, souvent comme une mission. Les éclaireurs sont nés de là. Pas d'un concept, encore moins d'une stratégie, mais d'un appel intérieur. J'ai longtemps cru que ce que je faisais, autour de l'accompagnement, c'était ça ma mission. Avec le temps, j'ai compris que tout cela n'était que des outils. Mais la vraie question n'a jamais été comment je le fais, mais qu'est-ce que je sers. Je me suis rendu compte que ce qui touchait les gens, ce n'était pas tant ce que je disais, mais d'où je le disais. Ma voix est un don que j'ai souhaité honorer. Depuis toujours, j'ai su que je devais en faire quelque chose d'utile. Un canal pour transmettre, partager, créer un espace où chacun peut se reconnecter à lui-même. Je ne suis pas la source, je suis juste le passage. Quand je parle, quand je transmets, quand je tends un espace, je ne fais que laisser passer quelque chose qui me dépasse. Et dans le métier de l'accompagnement, il y a parfois une confusion. On peut croire qu'il s'agit de guider, de réparer, de transformer l'autre. Et sincèrement, je ne crois pas à cela. Je crois que nous sommes là pour aider chacun à s'entendre lui-même, à se réaccorder à ce qu'il est déjà, comme un diapason. Je ne joue pas votre musique, je ne connais pas votre chemin, je vous offre seulement une fréquence de présence, et vous faites le reste. Bienvenue dans Les Éclaireurs, saison 2, un podcast pour celles et ceux qui sentent qu'au milieu du bruit, il est encore possible d'écouter l'essentiel. Il y a des rencontres qui marquent et puis il y a celles qui déplacent quelque chose de fondamental en nous. Celle qui éclaire, qui ouvre, qui rappelle à l'essentiel. Dans cet épisode, j'ai la joie profonde et l'honneur de recevoir l'homme qui a été à l'origine de l'une des expériences les plus transformatrices de ma vie, Olivier Clerc. Olivier Clerc est un de ces êtres qui n'enseignent pas, ils élèvent. De ces présences qui ne parlent pas seulement du pardon, ils vous y conduisent avec douceur, rigueur et une humanité désarmante. Écrivain, conférencier, conteur de vérités simples et profondes, il porte depuis près de 40 ans une œuvre consacrée à ce qui répare le cœur humain, la conscience, la guérison, la responsabilité et le pardon. Auteur de 25 livres traduits en 17 langues, compagnon de route de géants comme Marshall Rosenberg, dont Miguel Ruiz, Deepak Chopra, Stanislav Grof et encore d'autres, il s'est imposé comme une voix majeure de notre époque sur les enjeux spirituels et humains. Mais au-delà de l'auteur et du penseur, il y a le passeur, celui qui a fondé les cercles de pardon. Cette pratique transformatrice, aujourd'hui présente dans plus de 16 pays et qui touche des milliers de personnes dans le monde, dont ma petite personne. Une pratique qui littéralement a bouleversé ma façon d'être en relation avec moi-même, avec les autres, avec le divin. Lors de l'atelier auquel j'ai participé, j'ai vu en Olivier quelqu'un qui ne prêche pas. Il incarne.
quelqu'un qui transmet sans imposer, qui éclaire sans éblouir. Ce jour-là, j'ai compris pourquoi tant de personnes voient en lui un maître, parce qu'il ne se place jamais au-dessus. Il marche simplement devant, avec une lanterne dans la main, celle du pardon. Dans Les Éclaireurs, il vient partager son parcours, son héritage, mais surtout ce qui nous apprend tous, que le pardon n'est pas une théorie, ni une morale, ni un devoir. C'est une médecine du cœur, une renaissance intérieure. Et parfois, il suffit d'une seule rencontre pour nous ouvrir la porte. Olivier, bonjour, bienvenue dans Les Éclaireurs, l'espace où la conversation devient lumière. Je suis ravie que tu sois avec nous Eh et ben, écoute merci d'avoir accepté mon invitation. écoute, bonsoir Aïcha, je suis très content d'être là, même si, tu viens de me tresser une telle couronne de laurier que ça va être difficile d'être à la hauteur d'une telle présentation. Aïe, aïe, aïe. Écoute, c'est une présentation du cœur et je suis sûre que tu mérites au-delà, mais avec ton humilité, c'est normal que tu trouves que c'est trop, mais c'est pas trop. C'est exactement ce que j'ai ressenti, ce que des milliers de gens pensent. Donc accepte la couronne qu'on te décerne. Ah, ça remplacera les cheveux que j'ai plus. C'est pour aérer toute cette matière grise, c'est un peu normal. Alors est-ce que D'accord. tu es prêt? On démarre? Ah, mais oui, je suis totalement prêt, je me réjouis. Alors, au-delà du CV, au-delà du titre, au-delà de tout ce que la société veut nous placer comme case, qui est Olivier Clerc? Oh mon Dieu, quand tu me poses la question, la première chose qui me revient à l'esprit, c'est, je me revois en 2012 en Suisse, à Vevey, en train de faire l'interprète pour Miguel Ruiz, qui était venu faire une tournée en Europe. Donc j'ai fait son interprète en Suisse et en France. Et à un moment, il a dit texto justement sur scène, il a dit, mais je peux me présenter de 1000 manières différentes. J'ai été neurochirurgien, je suis dans la voie Toltec, je suis un fils, je suis un père, etc. Et j'ai trouvé ça tellement juste, en fait. Se présenter, c'est toujours compliqué parce que c'est un éclairage, c'est une facette et qu'on pourrait en choisir 10 autres. Qu'est-ce qu'il faudrait dire pour faire simple? Je suis quelqu'un, je pense, qui est en quête depuis très longtemps. Ça a dû démarrer vers 16, 17 ans. Et puis que cette quête m'a amené à rencontrer des gens formidables qui ont semé de belles graines dans mon jardin, que je me suis efforcé de faire pousser. Et puis, pour faire vraiment très simple, je dis que mon chemin, il s'est fait de l'entrelacement de deux fils principaux qui sont la spiritualité d'abord en premier, au sens très large parce que j'ai une curiosité insatiable, et puis le développement personnel parce que j'ai eu la chance de tomber dedans très jeune, à 17 ans, lors d'une année passée aux États-Unis, et que une bonne part de mon activité comme traducteur, comme éditeur, comme journaliste, etc., s'est fait autour de ce chemin-là. Et puis, comme je l'enseigne, je pense que ces deux choses sont très complémentaires en fait, qu'on a à la fois besoin de développer symboliquement parlant ses branches, hein, la dimension spirituelle, le soi, mais qu'on a besoin d'être très connecté à ses racines aussi. Donc également de faire un travail sur l'ombre, de faire un travail psy, de faire un travail de développement personnel au sens très large. Et que voilà, bon, je m'appelle Olivier, j'ai un prénom d'arbre, donc la métaphore la métaphore sylvestre me vient assez facilement. Voilà. Voilà. Et puis après, bah, concrètement, ça s'est traduit par des activités autour de ça parce que je trouvais la vie humaine trop courte pour la consacrer à autre chose que ce qui me passionnait. Et comment tu as trouvé cette voie justement? Tu as dit que tu as exploré des sujets assez profonds très tôt, il y a la dimension spirituelle, et cette voie, est-ce que c'est toi qui l'as trouvée ou finalement c'était quelque chose d'écrit, qu'elle est venue te chercher? Parce que tu as une mission, sur terre, une mission divine ou appelle ça comme tu veux. Alors c'est intéressant comme question parce que, effectivement, ma vie, elle s'est faite de rencontres. Moi, je suis au départ un autodidacte, j'ai pas de diplôme. Mon premier diplôme, je l'ai eu à 51 ans, par valorisation des acquis de l'expérience. Donc je me lance dans la vie avec, ouais, pas un papier à présenter ou quoi que ce soit, mais je vais faire des rencontres déterminantes de gens qui vont me faire confiance. Celle de quelqu'un qui nous a quittés il y a à peine 15 jours, que j'ai connu sous le nom du docteur Christian Schaller, que les gens connaissaient Paix à son aujourd'hui âme. sous le nom de Tal Schaller. Moi, je le rencontre, j'ai à peine 20 ans, et c'est le premier à me faire confiance dans la traduction et l'interprétation parce que j'ai vécu 1 an aux États-Unis. Et voilà, il me met un pied à l'étrier là-dedans,
et ma vie a beaucoup été faite comme ça. À 26 ans, 27 ans, pardon, on me confie la rédaction d'un magazine dans le sud de la France. Je suis pas journaliste au départ, je me retrouve plongé là-dedans, et c'est vrai que j'aime bien ta question parce qu'avec le recul, quand tout d'un coup on regarde son parcours à 40, 50 ou aujourd'hui plus de 60 ans, on se dit quand même, il y a des rendez-vous qui étaient là. Ces Mmh. choses-là, ces rencontres, ces choses, c'est pas moi qui les ai voulues décider. Ça m'a été offert, ça s'est présenté à moi. Après, ce que j'en ai fait, ça, il y a aussi évidemment de moi qui rentre là-dedans. Mais oui, je je m'interroge souvent sur la part réelle de libre arbitre qu'on a, et plus les années passent, plus je pense qu'elle est beaucoup plus dans le comment, c'est-à-dire comment j'accueille, j'utilise ce Mmh. qui me présente, que dans le quoi, c'est-à-dire cette idée très américaine que je choisis ma vie, je la crée, je Mmh. décide de tout, à laquelle je crois plus tellement aujourd'hui. Alors c'est plus dans le chemin que dans la destination. Alors ça aussi, oui, oui, là, dans la façon de cheminer, plus Ouais. que dans le chemin, dans la façon Mmh. de Mmh. cheminer. Parce qu'il y a des fois où le chemin, il est en partie tracé. Après, on a le choix de l'avancer en marchant, en dansant, en courant, à quatre Mmh. pattes, à reculons, en râlant. Hem, voilà. Oui. J'ai l'impression qu'une grande part de notre choix, finalement, il se situe là, dans la façon de cheminer. Alors moi, ce qui m'a beaucoup touchée quand j'ai fait ta connaissance, c'est à travers, cet atelier du pardon, c'est justement cette dimension de simplicité, d'humilité, c'est tout était comme une évidence. Comment, qu'est-ce qui t'a conduit justement très tôt à explorer cette dimension du sens, du sacré, de la guérison et pourquoi particulièrement le pardon? Pourquoi pas une autre voie? Alors je sais pas, qu'est-ce qui fait qu'on est comme on est? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme moi, tout d'un coup, à 16 ans, se pose des questions que des gens se posent des fois à 40 ou 50 ans, le sens de la vie, la mort, la souffrance, le mal, et puis va chercher, des réponses tous azimuts partout. Alors je pourrais donner une réponse qui plaira peut-être pas à certains, c'est que moi je me suis passionné au fil dans tout ce qui m'a intéressé pour l'astrologie, et quand je parle de l'astrologie, je parle pas des horoscopes dans les magazines qu'il y a chez le coiffeur, hein. Je parle d'une Mmh. véritable discipline présente sur 5 continents, et quand on se passionne pour ça avec sérieux, on est obligé de se rendre compte qu'il y a une feuille de route. Il y a des choses qui sont inscrites là, dès le départ, et qui fait que on a une proportion naturelle à devenir scientifique, sportif, mystique, ou que sais-je. Donc et c'est des choses qu'on découvre nous, de l'intérieur, et c'est comme ça que c'est intéressant, c'est de découvrir finalement qui on est et ce qui nous intéresse. Donc moi ça s'est révélé à moi très tôt, une aspiration qui littéralement prenait le dessus sur tout. C'était ça qui m'intéressait, et rien d'autre. Puis à l'époque, je me suis même pas posé de questions. C'est vraiment 20 ans après que je me suis dit: «Tiens, c'est quand même curieux qu'à 20 ans, je lisais tel Mmh. auteur, que je faisais tel type d'expérience». Mais sur le moment, c'était la chose qui me semblait évidente et primordiale à faire. Et puis alors Mmh. le pardon, franchement, j'aurais jamais imaginé que la vie m'amènerait sur ce chemin-là. Je viens d'une religion, le catholicisme, où bien sûr il est très important, mais sincèrement, je ne l'avais jamais vécu, ressenti avec tout mon être, mon cœur, mes tripes, mon âme, avant cette rencontre déterminante avec Miguel Ruiz au Mexique. Et même après, même si Miguel, avant que je parte du Mexique, me dit: «Tu as un nouveau bouquin à écrire», d'abord je vais mettre 10 ans à l'écrire, ce livre, et puis au départ, pour moi, c'est juste un livre comme j'en ai écrit plein d'autres. J'imagine pas 3 secondes que dès qu'il sera publié, c'est comme si j'avais appuyé sur un interrupteur, et toute une mécanique se met en route, dans laquelle je suis toujours 15 ans après. Extraordinaire. Alors, toi qui me tends la perche de l'astrologie, donc justement, Miguel Ruiz a été en quelque sorte, ton étoile du berger qui t'a mené à explorer, donc ce magnifique chemin du pardon. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus des auditeurs? Parce qu'on a tous une définition bien précise si tu demandes aux gens, c'est quoi pardonner? Chacun va y aller de son propre chemin, de sa propre définition. On est très conditionné, il y a les religions, il y a la culture, il y a tellement de choses qui se mélangent. Mais quelle est ta définition du pardon? Toi qui es monsieur pardon et qui a 40 ans, de service dans cette noble, noble cause, on peut appeler ça comme ça. Alors moi, j'ai 3 définitions, que j'aime bien utiliser pour le pardon, qui se complètent. La première, celle qui revient tout le temps, que j'utilise le plus, je dis: «C'est la guérison du cœur».
Et ça, c'est intéressant comme définition parce que si j'ai le bras cassé, ça se voit, j'ai un plâtre. Si j'ai une brûlure, ça se voit, j'ai des bandages. Si je suis en fauteuil roulant, il y a toutes sortes de pathologies physiques qui se voient au premier coup d'œil. Mais il y a ce que j'appelle les blessures invisibles. Et les blessures invisibles, eh bien, c'est en grande partie ces blessures du cœur, c'est ces traumas, c'est ces difficultés qu'on a vécues qui ne se voient pas. Tu vois quelqu'un qui a l'air souriant, avenant, sympathique, et tu n'imagines pas 3 secondes par où cette personne est passée, ce qu'elle a vécu, les traumas, les tragédies, les drames. Et puis tu n'imagines pas non plus, eh bien, ce qui reste comme blessures qui ont jamais été guéries parce que autant on a fait des progrès prodigieux dans la médecine du corps Mmh, mmh. aujourd'hui, autant on est resté terriblement en retard dans la médecine du cœur, ce qui fait que les gens peuvent passer des mois, des années, voire pire, carrément des décennies, avec des choses qui ne cicatrisent pas, qui vont de nouveau faire mal, qui vont de nouveau saigner, etc., parce qu'on ne les a pas guéris. Et je pense qu'aujourd'hui, la plus grande marge de transformation de la société, d'évolution de la société, elle se trouve là, dans le fait de guérir les blessures du cœur, parce que ce qu'on lit dans les journaux tous les jours, les drames, les conflits, les tensions, les guerres, euh, la violence sous toutes ses formes, elle émane d'où? Elle émane de gens qui ont des blessures, qui ont été blessés, qui n'ont pas trouvé le moyen de guérir ces blessures, puis un jour quelque chose la réactive, et puis c'est le drame, et puis c'est la cata. Alors ça peut être la cata au niveau du couple, de la famille, les Mmh. violences, on en entend parler, mais pour peu qu'on ait des responsabilités politiques, pour peu qu'on soit quelqu'un qui a un pouvoir bien au-delà de la famille, Mmh. ça donne des, Mmh. des, des catastrophes qui sont déclenchées par des gens qui, si on regarde derrière les apparences, sont profondément malades dans leur cœur. Parce Mmh. que quelqu'un qui a le cœur en paix, quelqu'un qui a fait l'unité en soi, ne va pas être l'auteur d'actes comme ceux qu'on nous étale dans les médias tous les matins. Tout à fait. Tu en parles beaucoup dans ton livre «Le don du pardon» que j'ai la chance de lire et qui est vraiment extraordinaire, que j'invite les auditeurs, à découvrir. Comment est née cette pratique si singulière et si exigeante et pourtant si simple, des cercles du pardon? Elle est née parce que j'ai eu cette grande chance de pouvoir traduire et publier Miguel Ruiz en français, notamment tous ses premiers livres, donc évidemment Les 4 accords Mmh. Toltec, La maîtrise de l'amour que je recommande toujours, La voie de la connaissance, ça c'est vraiment le pilier, les 3 livres qui constituent la base de l'enseignement Toltec. Et puis comme souvent, depuis très, très jeune, depuis que j'étais dans la vingtaine, j'ai eu l'envie de rencontrer les gens qui me touchaient, qui m'inspiraient pour voir comment ils étaient en vrai. Donc Miguel, je vais le rencontrer au Mexique. Mais moi, j'allais rencontrer quelqu'un qui avait écrit les accords Toltec. Heu, il doit y avoir un ou 2 paragraphes sur le pardon, sur les accords Toltec, si, Mmh. ceux qui l'ont lu le relisent. C'est pas, on va dire, la dominante, donc rien ne m'avait préparé à ce qu'en arrivant là-bas, il me fasse vivre une expérience, de pardon. J'étais le seul dans le groupe qu'on était à vivre cette expérience, devant et avec tout le monde, et où j'ai pu voir en moi, sur moi, ce qui s'est passé. Il y a eu un avant et un après. Curieusement, il m'a fallu quoi? Presque, plus de 20 ans pour qu'un jour, je demande à quelqu'un de très proche de Miguel Ruiz, à mon grand ami Brandt Morgan, je lui dise: «Mais en fait, ce truc que m'a fait vivre Miguel là au Mexique, il l'a fait vivre à d'autres personnes?» Et Brandt m'a dit: «Oui, oui, oui, il y a d'autres personnes qu'il a pris comme apprenti, comme il m'a fait cette invitation-là à ce moment-là, et à qui il a fait vivre ce rituel-là. Mais Brandt m'a ajouté: "Mais tu es le seul à avoir transformé ce vécu éminemment Mmh. personnel en une pratique qui peut être, partagée et qui aujourd'hui, avec les cercles de pardon, a touché entre 150 000 et 200 000 personnes, dans le monde, je pense." Alors tu dis que ce n'est pas une méthode psychologique, c'est un rituel transpersonnel. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'expérience humaine? Parce que quand on teste, en fait, cette expérience, elle est très difficile à décrire et il faut la vivre pour comprendre et je pense que c'est quelque chose aussi de très personnel et propre à chacun. Mais justement, quand on fait ce cercle et ce double cercle de pardon, on se rend compte, même pour ceux qui sont les plus, intellectuels, qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qu'il y a une autre dimension, qu'il y a d'autres présences qui jouent justement. Quel est l'intérêt de faire ce genre de rituel? Quel est l'intérêt de
d'aller s'exposer, avec des étrangers qu'on ne connaît pas, pour apprendre à se libérer. Parce que je ne dirais pas pardonner, parce que j'ai complètement changé d'idée sur ma définition du pardon. Alors, il y a plein de choses dans ta question. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, quand j'écris le livre, je voulais vraiment que les gens puissent lire le livre, Le Don du pardon, et pratiquer ce qu'il y avait dedans. Il est écrit comme ça, comme un livre pratique, et plein de gens Mmh. ont simplement lu le livre et puis ont suivi les instructions que je donne à la fin pour pratiquer les 4 étapes fondamentales de ce rituel, et en ont ressenti un bienfait, une transformation, une amélioration remarquable. De même qu'aujourd'hui encore, des gens qui oseraient pas aller à un atelier pardon ou à un cercle de pardon, il y a d'autres personnes, je sais pas, peuvent faire une méditation de pardon en ligne. Il y en a qui se font tous les mois, tranquillement chez eux, derrière leur écran, et là aussi ça marche. Donc ce qui me touche en fait dans ce rituel, c'est qu'il est hyper simple. Il est puissamment et profondément transformateur, et on peut le vivre de différentes manières. Tu évoquais le double cercle parce que tu étais dans un groupe, où il y avait plus de 20 personnes. Mais au début, et encore aujourd'hui, ceux qui animent des cercles de pardon avec moins de 15 personnes, c'est un seul cercle, et c'est encore une autre façon de le Mmh. vivre. Mais il y a quelque chose dans le fait de demander pardon, parce que la magie de ce processus, c'est le fait que il est l'inverse de tout ce qu'on nous a appris à faire. Nous, on essaye de pardonner. Et Mmh. moi, Miguel, il m'apprend pas à pardonner, il m'apprend à demander pardon. Et autant au départ, intellectuellement, on peut se dire, tant, mais ça n'a pas de sens. C'est moi qui ai souffert, c'est Mmh. l'autre qui doit me demander pardon. Donc intellectuellement, ça paraît contre-intuitif, ça paraît absurde. Et pourtant, quand on le vit, il y a une magie dans cette phrase. Pourquoi? Parce qu'elle désamorce complètement l'ego. L'ego, c'est la partie de nous qui a un job très simple. Du moment où je me réveille jusqu'au moment où je m'endors, l'ego va me donner raison. Moi, j'ai raison. L'autre a tort. Moi, je suis une victime. L'autre est un salaud. Et voilà, c'est son job, c'est de me donner raison. Mmh. Donc évidemment, quand on a souffert quelque chose de léger ou de grave, l'ego, il est là pour blinder, pour justifier, je suis une victime, pour créer une espèce de carapace de protection. Sauf que ce faisant, il va nous enfermer dans une cage, dans une armure, dans un scaphandre, trouver l'image qui vous plaît, et que là-dedans, bah, la vie, elle perd énormément de sa saveur. Et au moment où on prononce ces 4 mots tellement simples, je te demande pardon, Mmh. il y a quelque chose qui lâche. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du lâcher prise. Symboliquement parlant, je dépose les armes, ce verbe que j'adore en anglais qui dit to surrender, s'abandonner à quelque chose. Et à quoi on s'abandonne? Ben, on s'abandonne à plus grand que soi. Et j'aime bien employer cette dénomination plus grand que soi, parce que chacun est libre de mettre derrière ces mots ce qu'il veut. Ça peut être Dieu pour certains, ça peut être le cosmos, la Mmh. source, la nature, la vie, l'amour, etc. Mais ce qui est certain, c'est que le pardon, tel que je l'enseigne, ce pardon inversé, il nous ouvre enfin à quelque chose qui nous dépasse, et il permet à ces eaux bienfaitrices du pardon de venir enfin laver, guérir, mettre un baume sur notre cœur. Alors, tu as dû vivre des choses vraiment extraordinaires à travers tous les cercles que tu as animés. Est-ce qu'il y a un souvenir qui te vient spontanément à l'esprit où tu t'es dit: «Waouh!» où toi-même tu as été pris de court par la puissance du processus et par tout ce que ça permet de désamorcer? Alors il y en a tellement, c'est il y en a tellement. En fait, ce qui est je me rappelle quand j'ai commencé, et mais je me rappelle même la toute première fois. En plus, moi, j'avais aucune intention d'animer des ateliers. On me fait la demande. Bon, heu, donc j'anime mon premier atelier. En plus, la vie a le sens de l'humour, donc j'anime mon premier atelier à Rome. Mais Rome, ça s'écrit R-O 2 M-E, parce que c'est un tout petit bled en Haute-Savoie. C'est pas Rome en Italie, mais c'est la OK. même Mmh. sonorité. Mmh. Et arrive le moment du rituel, donc la partie qui est vraiment la plus proche de ce que j'ai vécu avec Miguel à l'époque. Et je me pose la question intérieure, est-ce que ça va marcher? Tu vois? Qui est la Ah oui. question que se posent tous les animateurs et animatrices de Mmh. cercle de pardon le jour où ils animent leur premier cercle. Moi, je me disais, moi, je suis pas Miguel Ruiz, est-ce que ça va jouer? Certains se disent peut-être, je suis pas Olivier Clerc, est-ce que ça va marcher? Si, parce que c'est ce processus qui marche, c'est ce rituel qui fonctionne, c'est cette posture d'humilité dans laquelle on se retrouve, et c'est vraiment le mot-clé, humilité. C'est-à-dire, je descends de ma tour d'ivoire.
je redeviens un humain comme les autres avec ses failles, ses faiblesses, sa vulnérabilité, ses plantages, etc. Et dans cette posture, ce pardon que je cherchais éventuellement à déverser du haut de ma tour d'ivoire sur ceux qui m'ont fait du mal, et ça fonctionne pas, ça marche pas, Mmh. c'est intellectuel, c'est bidon, c'est fake. Tout d'un coup, quand je redescends, humus, le sol, humain, humilité, et que je lâche en disant je te demande pardon, tout d'un coup, ça se déverse, ça passe à travers moi et ça me libère. Je suis toujours bluffé de voir à quel point c'est simple et en même temps à quel point c'est puissant. Et puis surtout, ce travail, il est durable parce que si c'était Mmh. juste un petit truc comme ça et puis 24 heures après, on est de retour à la case de départ, ça serait pas très intéressant. Mais avec 15 ans de recul, je vois tellement de gens dont ça a littéralement changé la vie. Oui, c'est tout à fait ça. Pour l'avoir expérimenté moi-même, j'ai été bluffée par l'aspect instantané des choses. Dire pour moi, en partant à un atelier, j'attendais pas grand-chose, je partais vraiment parce que c'est venu à moi et je m'attendais à que ce soit un processus que je vais entamer et devoir faire beaucoup d'efforts et que ce soit vraiment, le résultat, je sais pas, dans 10 ans peut-être, me dire: «Ah oui, enfin, j'ai pardonné», enfin, mais en fait non, c'est vraiment instantané, c'est incroyable. Tu sais, quand tu dis ça, je revois ce vieux monsieur qui est venu ici où je vis un jour faire un cercle de pardon avec moi il y a peut-être 10 ans, et très, très touché. Et au moment où il s'apprêtait à partir, il avait déjà la main sur la poignée de la porte entrouverte. Tout d'un coup, il s'arrête et il se retourne vers moi. Et là, il me dit ce qui est la manière la plus concise qu'on puisse imaginer de décrire ce qu'il venait de vivre. Il m'a dit, je pensais que c'était très loin et que c'était très compliqué. Mais en fait, c'est tout près et c'est tout facile. Ah, il a juste dit ça, il a pas ajouté un mot de plus et je me suis dit: «Waouh, quelle manière de synthétiser, la plus condensée possible, effectivement, ce qu'on vit». Alors, j'en m'empresse d'ajouter, tout le monde ne vit pas forcément ça la première fois à son premier cercle, à son premier atelier. On est différent et c'est pour ça qu'au-delà de ma propre pratique, moi, j'ai toujours eu à cœur de faire connaître et de partager aussi les autres, chemins qui Mmh. existent, conduisant au pardon. Mais c'est vrai que je m'estime très chanceux de pouvoir partager cet outil spécifique dont j'ai tellement eu l'occasion de voir la puissance transformatrice. Qu'est-ce que tu as vu de plus beau dans cette transformation? Quelque chose qui t'a touché personnellement? Alors dans les choses qui touchent beaucoup, je trouve, c'est que j'ai de temps en temps, non, même assez régulièrement, alors, soit par exemple un couple mère-fille qui vient faire un cercle de pardon ensemble, soit des couples hommes-femmes, jeunes, moins jeunes, voire même des fois assez âgés, et en particulier quand c'est un double cercle, le moment où ils se retrouvent face à face, tu vois? Mmh. Et où Mmh. ils s'échangent ces demandes de pardon, et où on voit, si tu veux, se libérer des petites choses, des petites frustrations, des trucs du quotidien qui ont finalement entaché la relation, mais tellement lentement et tellement progressivement qu'ils s'en sont peut-être pas forcément rendus compte, et tout d'un coup, ça lâche, et il y a une qualité de présence, de retrouvailles, de lien tellement plus beau, tellement renforcé derrière, que ça, je trouve ça hyper beau. Je te disais que j'avais 3 définitions du pardon. La troisième, je dis, c'est la renaissance de l'amour. Mmh. Parce qu'une fois que le cœur est guéri, eh ben, l'amour peut renaître, peut rejaillir, et là, ça se Mmh. voit, et ça me touche toujours beaucoup quand ça arrive entre 2 êtres qui cheminent dans la vie ensemble depuis longtemps, que ça soit un couple ou que ça soit encore, une fois parents-enfants. Je trouve ça toujours extrêmement émouvant, et je trouve qu'on est privilégié en animant ces cercles d'assister à des moments aussi beaux et forts que ça. Est-ce que dans ton expérience, tu as déjà, animé un cercle de pardon pour une famille? On peut imaginer un jour un cercle de pardon en entreprise, entre nations, c'est quoi la next step? Alors, pour prendre par étapes, je me rappelle la première fois qu'une famille m'a contacté en me disant: «On aimerait bien que vous veniez animer un cercle de pardon pour nous». Ils étaient 6 ou 7, et j'ai eu immédiatement l'idée de me dire: Je pense pas que c'est la bonne chose à faire». Je leur ai dit: «Écoutez, vous savez ce que je vous suggère? Venez, à tous les 7, venez à un cercle de pardon que j'anime,
On sera peut-être une quinzaine, peut-être une vingtaine. À l'époque, j'avais des cercles plus petits qu'aujourd'hui. Et je dis comme ça, vous aurez une alternance des 2. Vous aurez de temps en temps en face de vous quelqu'un qui est vraiment de votre famille, puis de temps en temps un parfait inconnu, quelqu'un que vous connaissiez pas 2 heures avant. Et je pense que ce panachage-là, ce mélange-là devrait être plus propice finalement, moins stressant, Mmh. et ça a été merveilleux, ça a été extrêmement fort pour les membres de cette famille. Donc ça, voilà, c'est des belles choses qui peuvent être vécues comme ça. Après évidemment, dans ce que tu dis, quand on voit la puissance de l'outil, on a envie d'en élargir l'utilisation. J'ai été très touché que, une équipe aujourd'hui anime des cercles de pardon en prison. Ils font ça en Belgique, ils font ça en Suisse, ils font ça en France. Et les retours que j'en ai, je l'ai pas vécu moi, cette expérience-là, mais les retours qui nous en ont fait sont bouleversants. En entreprise, il y a, des premières ouvertures. J'aurais pas du tout imaginé un jour que ça puisse se faire. Il y a une commission dans notre association qui travaille spécifiquement sur comment introduire le pardon dans les organisations, dans les institutions, pourquoi pas dans l'entreprise. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le pardon, c'est un mot compliqué. C'est un mot qui peut complètement fermer ton interlocuteur en 3 secondes parce que, comme je dis souvent aujourd'hui, les gens ont une compréhension de ce que j'appelle le pardon 1.0, qui est tellement éloigné de ce que moi j'appelle le pardon 2.0 tel que je le transmets aujourd'hui. Donc, ils se disent c'est un truc religieux, la religion, je veux pas en entendre parler. Ou ils se disent c'est un cadeau qu'on fait à l'autre, mais l'autre, j'ai pas envie de lui faire cadeau, donc j'en veux pas. Mmh. Donc, une grande part de mon travail consiste à faire émerger une compréhension complètement nouvelle et différente du pardon. Et la bonne nouvelle, c'est que je suis pas le seul. Des gens comme Dr. Fred Luskin, qui a créé il y a 30 ans le projet Pardon de l'université de Stanford, il fait ça aussi. Le professeur Lauren Toussaint à l'université de Pennsylvanie, aussi d'autres gens ailleurs. Et aujourd'hui, ce travail que moi j'ai fait de façon très expérimentale finalement depuis 15 ans, eh bien, il est étayé par des recherches qui se font, y compris dans des universités comme Yale ou Harvard, où on s'intéresse à ce qui se passe dans notre cerveau, dans notre corps, quand on est en mode pardon, par rapport à ce qu'on connaît très bien qui se passe quand on est en mode vengeance, envie de revanche, et cetera. Oui, tout ça est encourageant. Ah justement, tu as parlé de définition de pardon et quelque chose aussi qui m'a marqué durant cet atelier, c'est que tu as commencé à nous définir ce que ça n'était pas. Déjà pour sortir des idées reçues, des fausses croyances et tout ça. Alors qu'est-ce que ça n'est pas le pardon? Donc pardonner, ce n'est pas justifier, ce n'est pas est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu plus, sur ça aussi pour rassurer nos Oui. auditeurs et qu'ils aient envie, heu, de découvrir un peu plus sur ça? Oui, oui, parce que dire ce que c'est bien, mais dire ce que ça n'est pas, ça limite le champ précis dont on parle et ça évite tous ces amalgames et toute cette confusion qui règne autour de cette notion. Donc là, le numéro un dans ce deuxième livre que j'ai écrit qui s'appelle Peut-on tout pardonner? Le premier, c'est pardonner, ce n'est jamais cautionner. Et cette confusion qui est archi présente fait que, comme évidemment les gens ne cautionnent pas les actes horribles qui ont été perpétrés contre eux ou des attentats ou que sais-je, eh bien du coup le pardon leur semble quelque chose d'impossible, d'inaccessible et même peut-être d'insultant carrément. Mais quand on leur dit le pardon, c'est guérir son cœur. Et c'est pas parce que j'ai guéri mon cœur que j'ai perdu la tête. Non, non, j'ai toute la lucidité, tout le discernement qui me permet de dire cet acte est inadmissible, est inacceptable, et il est important que les gens qui ont fait ça soient confrontés à la justice. Mais toute la démarche est plus faite à partir de la haine, elle est faite avec le cœur en paix. Et moralité, comme je dis toujours, au tribunal, on va pas chercher vengeance, On va on va chercher chercher justice. justice. Parce qu'on vit en société qui a des lois et que le pardon ne doit jamais être quelque chose qui permet de justifier, cautionner ou accepter des choses qui n'ont pas à être acceptées. Donc ça, c'est le numéro un. Déjà, quand les gens commencent à intégrer ça, il y a un gros obstacle sur la route du pardon qui a été mis de côté. Et le deuxième qui va directement derrière et qui surprend les gens, notamment tous ceux qui ont une éducation religieuse, c'est que pardonner, c'est pas forcément se réconcilier. Guérir mon cœur, je peux le faire seul ou je peux me faire aider parce qu'il y a plein de pratiques pour ça. Mais se réconcilier, faut être 2. Mmh. Et si l'autre ne fait pas sa part du chemin, eh bien la réconciliation, elle est pas possible.
Et des fois, même si c'est douloureux, le discernement nous amène à dire: «Attends, cette personne, aujourd'hui, j'ai le cœur en paix, malgré ce qu'elle m'a fait. Vraiment, je lui souhaite le meilleur. Mais par contre, dans la mesure où elle n'a pas reconnu ses actes, elle n'a pas reconnu la gravité de ce qu'elle a fait, peut-être même qu'elle pourrait demain, refaire la même chose. Eh bien, pour l'instant, cette personne, je vais pas la garder dans ma vie. Voilà, on va mettre terme à la relation et ça, c'est quelque chose, moi, qu'on m'avait jamais appris dans l'éducation religieuse que j'ai reçue Mmh. et j'étais tellement content de lire sous la plume de l'archevêque, Desmond Tutu, qui a œuvré aux côtés de Nelson Mandela en Afrique du Sud, de lire exactement la même chose. Il dit: «Une fois qu'on a fait œuvre de pardon, il y a une décision à prendre. Soit je renoue la relation parce que les Mmh. conditions le permettent de part et d'autre, soit je mets un terme à cette relation parce qu'il y a aucune raison que je me mette en danger, que je m'expose à de la violence verbale, physique ou comportementale avec des gens, y compris de ma propre famille, si leur comportement à mon égard n'est pas acceptable. Donc je peux avoir le cœur en paix et décider: «Non, on va en rester là». Mmh. Tout à fait. Donc le pardon dont tu parles, ce n'est pas un processus psychologique, c'est plus une approche spirituelle comme on a vu. Et en quoi ces 2 approches diffèrent-elles profondément? Quelle est ta définition, toi, de la spiritualité, dans ce contexte de pardon? Alors la spiritualité pour moi, c'est la manière dont on se relie à plus grand que soi. Voilà, d'ailleurs, spiritualité, ça vient de spiritus et spiritus, c'est la même racine latine qui a donné inspiration, respiration, c'est le souffle. Il y a un souffle de vie qui nous habite et qui nous traverse, comme il traverse toute chose vivante. Et la question de la relation que nous construisons, que nous conscientisons, que nous développons, que nous approfondissons avec ce souffle de vie, quel que soit le nom qu'on lui donne, pour moi, c'est ça la spiritualité. Il y a des gens d'ailleurs qui sont très spirituels sans avoir aucune religion ou aucune philosophie ou spiritualité consciente, mais ils ont un rapport à l'autre, au vivant, une façon de l'honorer, de l'agrandir, de l'embellir qui, pour moi, est intrinsèquement et profondément Mmh. spirituel. Donc je dis souvent que les cercles de pardon sont laïques, ça veut dire qu'ils sont pas religieux, ils sont liés à aucune tradition, donc on peut être juif, chrétien, musulman, athée, agnostique et faire un cercle de pardon, ça pose aucun problème. Par contre, je pense qu'ils ont une vraie dimension spirituelle simplement parce que la plupart des gens qui y participent, même sans être spirituels, apparemment du moins pour deux Mmh. En apparence, ouais. Mmh. en apparence, bah, tout d'un coup, à travers ce processus, il y a quelque chose qui s'ouvre en nous à plus grand que soi. Et c'est Ce d'ailleurs que pour moi le plus important parce que je pense qu'aujourd'hui, l'un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire aux gens, c'est de leur donner un vécu de première main de quelque chose de cet ordre. Parce qu'on peut lire, intellectuellement, on peut avoir tout lu, des bouquins de théologie, Mmh. philosophie, tout ça. Ah, OK, c'est bien, Mmh. mais est-ce que c'est descendu dans le cœur? Est-ce que c'est descendu dans le corps? Est-ce que l'âme a été touchée par ça? Ou c'est juste enfermé dans des conceptions qui restent trop intellectuelles? Et pour moi, quand on donne l'occasion, comme dans nos cercles et nos ateliers, aux gens de vivre ça, bah, sur ce vécu-là, ensuite, ils vont pouvoir greffer ce qu'ils veulent. Une spiritualité, une religion déjà existante ou alors le besoin d'aller chercher dans des livres, dans d'autres choses, une manière de mettre des mots sur quelque chose qui est déjà là, qui est déjà inscrit dans leur cœur, dans leur tripes, dans leur âme. Mmh. Et c'est ce qui distingue la connaissance du savoir. L'expérience, elle crée une nouvelle connaissance pour soi, qui est propre à soi. C'est pas juste de la théorie, parce qu'on peut lire 36 000 livres de développement personnel, c'est pas ça qui va changer notre vie. C'est le fait de pratiquer et d'appliquer, c'est une des vérités fondamentales, en tout cas que j'ai apprises. Exactement, je suis ravi que tu dises ça parce que tu vois, il se trouve que la première traduction qui a été faite du troisième livre de Miguel Ruiz en anglais, c'est The Voice of Knowledge. Et knowledge, eh bien, en français, il peut être traduit par 2 mots différents qui est soit savoir, Mmh. soit connaissance. Et malheureusement, le premier traducteur a choisi de traduire ça par la voie de la connaissance, ce qui était pour moi une maladresse parce que ce que dénonce Miguel dans son livre, ce contre quoi il nous met en garde, c'est le savoir. C'est le savoir purement intellectuel qui est pas incarné, qui est pas vécu. Mais la connaissance véritable, non, ça il la condamne pas, puisque au contraire, il la transmet, il l'a fait vivre dans ses enseignements. Donc là, il y a eu un loupé de traduction, mais je te rejoins totalement. La connaissance, elle est vécue.
Je sais plus qui avait d'ailleurs attribué une étymologie à connaissance qui est pas juste, mais qui est tellement parlant. Connaissance, naître avec, Mmh. c'est quelque chose qui est vécu, là où le savoir reste trop souvent purement intellectuel. Merci pour, cet éclairage. Alors, il y a une dimension, moi, personnellement, qui m'a beaucoup touchée dans cette expérience du pardon, c'est la dimension transpersonnelle Mmh. et heu et parfois on se rend pas compte des bagages qu'on traîne et qui nous appartiennent pas, qu'on a déposés pour pouvoir avancer justement. Et alors, est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus cette dimension transpersonnelle, à nos auditeurs, pour des gens qui ont aucune connaissance de ça, du transgénérationnel, de l'épigénétique, de tous ces mots qu'on découvre, mais et qui finalement ont toujours été? Alors en fait, qu'est-ce qu'on veut dire transpersonnel? Transpersonnel, trans à travers, personnel, ça veut dire que c'est quelque chose qui va au-delà de la personne. Ça veut dire que dans un cercle de pardon, comme moi je le vis lors de ma toute première expérience en 99 au Mexique, il arrive très souvent à des participants, participantes que se retrouvant tout d'un coup face à tel homme, telle femme dans le rituel final, tout d'un coup, c'est plus cet homme-là ou cette femme-là que je connais en gros depuis 2 heures. Si c'est un atelier, éventuellement depuis 24 heures, c'est plus lui ou elle qui est devant moi, mais tout d'un coup, à travers cet homme-là, je vois mon père, ou je vois un collègue, ou je vois telle personne. À travers cette femme-là, je vois ma sœur, ou je vois ma mère, ou je vois mon épouse. Euh, et des fois, on ne sait pas du tout pourquoi. Pourquoi tout d'un coup, euh, à travers cette, mais vraiment à travers, c'est-à-dire la personne qui est là devant moi, elle est une icône vivante. Et il se trouve qu'elle a des traits, un regard, quelque chose qui fait que, à travers elle, en fait, je suis en réalité en train de demander pardon à quelqu'un qui est peut-être à des milliers de kilomètres de là, voire même des gens Mmh. décédés. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, ah, c'est dingue, quand je me suis retrouvé face à ce monsieur dans le groupe, tout d'un coup, à travers lui, j'ai pu demander pardon à mon père, alors que mon père, il est mort il y a 10 ans. Mais bah, on sait tous malheureusement qu'il suffit pas que les gens meurent pour que nos griefs et nos rancunes et notre ressentiment disparaissent. Et là, tout d'un coup, 10 ans après, à travers un inconnu dans ce cercle, il a l'occasion de déposer ses bagages, il a l'occasion de se libérer de ces liens de ressentiment toxiques. Donc voilà, transpersonnel, c'est quelque chose d'aussi simple que ça, qui surprend parfois les gens la première fois qu'ils le vivent parce qu'ils s'y attendent pas. Mais je pense que j'ai jamais animé un atelier ou un cercle sans qu'il y ait des gens ou plusieurs à la fin qui parlent de cette dimension-là. Et justement, as-tu observé des cas de guérison qui dépassent la personne? Est-ce que tu as des retours après que ces gens finissent ces cercles? Est-ce que des contacts ou qui reviennent par la suite et qui échangent avec toi sur, cette dimension justement transpersonnelle, au-delà de l'expérience vécue? Alors oui, ce qui est joli, c'est que déjà ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on en veut à quelqu'un, quand on a des rancunes, du ressentiment, je pense que si on pouvait voir les choses dans l'invisible, on verrait un fil, un lien qui nous relie à cette personne et qui est un lien toxique. Toxique pour elle, toxique pour moi. Voilà. On n'est pas libre. Voilà. Et lorsque l'une des deux personnes fait un travail de pardon et arrive à couper ce lien toxique, à lâcher prise, à libérer ça. Ce qui est étonnant, c'est le nombre de fois, moi j'en ai des dizaines d'exemples, et les autres personnes qui travaillent sur le pardon en ont aussi, où l'autre personne qui en sait rien, elle habite peut-être très loin de là, elle n'est pas au courant de ce que je fais, l'autre personne sent tout d'un coup que quelque chose a changé dans l'invisible. Et tout d'un coup, cette personne va recontacter celle qui vient de faire un cercle, lui dire: «Je suis désolé, je te demande pardon» ou Mmh. «Est-ce qu'on peut se revoir? Est-ce qu'on peut?» Parce qu'il y a quelque chose qui s'est libéré. Donc en fait, je dis toujours, si on est 10 personnes, 15 ou 20 dans une salle à faire un cercle de pardon, ce qui se guérit et ce qui se libère va bien au-delà du nombre de personnes physiquement présentes ici. C'est aussi en ça que c'est transpersonnel, c'est-à-dire que ça libère, ça guérit, ça tranche des vieux liens toxiques d'une manière qui est vraiment touchante. Mmh. C'est extraordinaire, vraiment. Si tu devais, condenser 40 ans de travail en 3 vérités essentielles à partager avec, nos auditeurs, qu'est-ce que tu voudrais leur, transmettre? Ah, bah, alors là, ça c'est une vaste question. La première réponse qui me vient, c'est qu'au fond, j'ai l'impression que, heu,
Je crois que c'est Marianne Williamson qui a écrit un livre qui s'appelle Teach Only Love, n'enseigner que l'amour. Mmh. Au fond, qu'on le sache ou non, qu'est-ce qu'on cherche dans nos vies? Heu, Quelle est la chose la plus importante, au moment où on sera sur notre lit de mort et on fera le bilan et on sera en tout, c'est quelle quantité d'amour on a échangé, c'est ça qui nous, c'est pas, on va pas se poser la question combien j'ai d'argent sur mon compte en banque, combien de diplômes j'ai accumulé. Qu'est-ce qui fait la saveur, le goût, la qualité d'une vie humaine? C'est ça, c'est l'amour. Mais évidemment, c'est pas ce qui nous est enseigné, donc on recherche l'argent, on recherche la gloire, on recherche plein d'autres choses. Mais je pense que tout ce qu'on peut faire pour accroître l'amour dans notre vie, heu, il y a rien de plus riche et de plus merveilleux. Et quand je disais le pardon, c'est la guérison du cœur, le pardon, c'est la renaissance de l'amour, ça veut dire que c'est un des éléments clés qui nous permet, lorsqu'on a souffert, lorsqu'on a eu le cœur blessé, lorsque parfois on a l'impression même que le cœur est desséché, éteint tellement il a souffert, qui nous permet de renaître, d'aimer de nouveau et de connaître de la joie. Donc, en numéro un, parce que pour moi ça englobe tout, c'est l'amour. C'est un message qu'on trouve chez Miguel Ruiz, comme chez Marianne Williamson, comme chez tellement et tellement d'auteurs aujourd'hui, parce que fondamentalement, il y a rien de plus fondamental que ça, que le message du Christ c'était ça, que le message de nombreux fondateurs de religions ou de mouvements spirituels se résume à un mot, c'est l'amour. Donc en numéro un, ça. En numéro 2, si je trichais, je dirais c'est le pardon parce que ça nous ramène à, à l'amour. Euh, et puis j'ai envie de parler de la conscience parce que moi, mon propre chemin, il a commencé par ça. Euh, il a commencé par la prise de conscience, par la réalisation de combien ma conscience, elle était étroite et limitée. Et on dit que l'une des définitions les plus simples de l'initiation, c'est-à-dire de ce chemin qui nous conduit vers l'éveil, c'est l'élargissement de la conscience. Mmh. On voit bien, si on prend la conscience d'un bébé, d'un tout petit, il a une conscience toute petite, et dans le temps et dans l'espace. Ce qu'il ne voit pas, ce qu'il y a derrière une porte, un meuble n'existe pas. Demain, ou même il y a 1 heure ou il y a 2 heures, ça n'existe pas. Et puis, plus il va grandir, plus sa conscience va s'élargir, inclure d'autres personnes, inclure le temps, etc. Mais en fait, ce cheminement, il peut continuer tellement, tellement plus loin. Et pour moi, tous les grands enseignements spirituels, ce sont des clés qui nous sont données pour élever, élargir, approfondir notre conscience. Dans l'enseignement toltèque, la première maîtrise, c'est la maîtrise de la conscience. Tous les Toutes les pratiques spirituelles, tous les yogas nous amènent à mettre de la conscience dans le corps, hatha yoga, dans le cœur, bhakti yoga, dans la lumière, kriya yoga, etc. Donc je pense que tout ce que nous entreprenons pour élargir, approfondir, élever notre niveau de conscience, nous amène progressivement à vivre avec un centre de gravité de plus en plus élevé. J'ai une image que j'aime bien, je dis des fois que j'ai la philosophie du pendule. Mmh. Moi, le pendule, genre pendule de Foucault, la première fois que je l'ai vu, c'était au Deutsches Museum à Munich. Donc, il était attaché au sommet d'une tour avec un fil qui devait faire, je sais pas si c'est 20 ou 30 mètres, enfin immense, puis une masse énorme en bas. Et ce qui était extraordinaire, c'était de voir les mouvements traversant la salle très lents, et puis qui, sur l'espace d'une journée, permettaient de voir que la Terre tourne. Et je me suis dit, mais en fait, le pendule incarne le paradoxe. Le point en haut, il est totalement fixe et stable. La masse en bas, elle n'arrête pas d'être ballottée de droite, de gauche, d'avant, en arrière. Et finalement, nos vies, elles sont très semblables au pendule. C'est-à-dire que au quotidien, il y a plein de choses qui viennent m'impacter. Il y a des émotions, il y a des contretemps, il y a des accidents, il y a des souffrances. Voilà. Si ma conscience, elle est dans la masse du pendule, ben je suis ballotté de droite et de gauche, et ma vie est une succession de montagnes russes. Mais si, en choisissant la voie spirituelle qui m'inspire, j'élève progressivement ma conscience le long du fil du pendule, mais arrive un moment où ma conscience est de plus en plus stable, de plus en plus alignée. Et évidemment que le pendule, il continue d'être secoué parce qu'on est tous soumis aux aléas de la vie.
mais je ne le vis plus du tout de la même façon. Je suis plus touché, je suis plus affecté de la même façon par, les mouvements que la vie imprime à mon existence. Donc voilà, pour moi, la notion de conscience, elle est essentielle et je pense qu'on peut dire, qu'elle se retrouve dans pratiquement toutes les voies, tous les cheminements spirituels qui existent. Mmh. Et la boucle est bouclée avec la métaphore de l'olivier, parce qu'un arbre est d'abord enraciné, profondément ancré, avant de pouvoir déployer ses branches. Merci pour, cette très belle métaphore que tu nous as donnée. Alors, pour clôturer, heu, tu as fondé ce mouvement qui est présent dans 16 pays, qui a un succès interplanétaire. Comment on peut nous-mêmes devenir des éclaireurs et contribuer, à à ce cercle de pardon, à ce cercle d'amour, à ce cercle de conscience? Alors déjà, moi j'ai toujours du mal à prêcher seulement pour ma paroisse parce que parce que moi ce qui m'intéresse, c'est que les gens, soient plus épanouis, qui trouvent un moyen, n'importe lequel, de guérir leur cœur, qui trouvent un moyen, n'importe lequel, d'agrandir leur conscience. Donc nous, effectivement, aujourd'hui, on propose une façon de guérir son cœur, ce sont les cercles de pardon. Beaucoup de gens sont tellement touchés par ce qui leur arrive personnellement qu'ensuite ils reviennent en disant: «Est-ce que moi je peux créer un cercle de pardon dans ma ville, mon canton, mon département?» Et c'est comme ça que cette aventure a grandi, heu, beaucoup plus que ce que j'avais imaginé. Donc on en est à 800 personnes formées en 12 ans à animer des cercles. Heu, donc ça, c'est une voie, c'est un moyen de cheminer à la fois vers sa guérison propre, puis ensuite de pouvoir en faire cadeau à d'autres. Et je précise toujours que les cercles de pardon sont à but non lucratif, c'est important quand même de savoir ça. Donc les gens qui les animent, c'est vraiment parce que ils ont à cœur de transmettre ça. Mais j'ai envie de garder de garder l'horizon ouvert et de dire aux gens: «Mais, tout ce qui vous permet de cheminer vers la guérison de votre cœur, tout ce qui vous permet de développer une conscience plus large, plus grande, plus inclusive, allez-y». Moi, je me réjouis de la diversité des approches, des méthodes parce que rien n'est valable pour tout le monde et en tout temps. Donc heureusement qu'il y a cette diversité. Moi, je trouve il faut la célébrer et j'ai beaucoup de joie à être en contact avec des gens qui pratiquent des approches différentes des miennes, mais dont je sais qu'elles font également énormément de bien à ceux et celles qui s'engagent sur ces voies. Pour ceux qui ont été touchés et qui veulent un peu intégrer cette communauté, participer à un cercle, comment ça se passe? Alors les cercles, c'est facile, on a un site internet depuis très longtemps qui s'appelle cercledepardon.fr, cercle au pluriel puisqu'il y en a beaucoup. Depuis peu, depuis moins de 6 mois, on a même l'équivalent en anglais, circlesofforgiveness.org, parce que, ça s'ouvre de plus en plus à l'international. Il y a une formation qui va être donnée en France, en anglais, en mars prochain. Et on a déjà aujourd'hui parmi les inscrits actuels, on a déjà des gens d'une dizaine de pays différents qui vont venir se former en France et ensuite qui vont repartir essaimer ça, dans leur pays respectifs. Donc et puis simplement la lecture du livre, simplement l'écoute de certaines des vidéos YouTube sur ma chaîne permettent déjà de découvrir ce processus, ces 4 étapes et de commencer à l'expérimenter, même tout seul, même simplement, chez soi, avant d'aller dans un cercle, avant éventuellement de prolonger avec un atelier ou en se formant. Magnifique. Je mettrai tous les liens en commentaire, de ce podcast. Et enfin, quelle est ton actualité? Est-ce que tu comptes revenir au Maroc? Qu'est-ce que tu mijotes? Alors moi, je dis souvent que j'ai une philosophie aquatique dans la vie, bah, parce que l'eau ne remonte jamais les pentes. Mmh. L'eau trouve toujours le chemin le plus court pour descendre jusqu'à la mer, contourner les obstacles et donc ma tendance, c'est de suivre le mouvement. Donc on m'a invité au Maroc, je viens au Maroc. La semaine d'avant, j'étais en Roumanie. Il y a des pays où je pensais aller, où ça s'est pas fait. En Israël, j'ai été invité 2 fois ça s'est annulé. Je me suis retrouvé en Estonie, j'aurais jamais pensé aller là-bas. Donc voilà, je me laisse beaucoup, guider par ce qui m'est proposé. Il y a quelque chose de très aquatique de toute façon dans le pardon, c'est comme une eau qui coule, qui nous nettoie et qui nous régénère. Et puis dans mes actualités, bah, il y a aussi la sortie d'un livre le 5 mars prochain, qui est un Mmh. livre important pour moi parce qu'il est sur le pardon à soi et que le pardon à soi pour beaucoup de gens est à la fois le plus difficile
mais certainement aussi un des plus importants parce que le jour où on a refait l'unité en soi, le jour où on est sorti de la haine, du jugement de soi et cetera, eh bien le rapport qu'on a aussi aux autres est complètement transformé. Donc je suis très, très heureux de la publication de ce nouveau livre et qui va probablement déboucher aussi sur des ateliers, sur une façon d'animer les cercles, donc une façon concrète Mmh. d'expérimenter et de vivre ça qui sera proposée dans le sillage de sa parution. Magnifique, merci beaucoup Olivier. Mon hâte de découvrir ce nouveau livre. Je mettrai aussi en commentaire les liens vers, tous les livres que tu as écrits qui sont vraiment, merveilleux. D'ailleurs, j'en ai plein. Je vais faire un petit rapidement. Les La voici. grenouille, peut-on tout pardonner? Ah ça c'est quoi? J'arrête de juger? J'arrête de me juger. Ouais. Rien ne peut empêcher la rivière de couler. Mmh. Le don du pardon. Et parce que je suis aussi maman de 2 merveilleux garçons, j'ai été vraiment très touchée par Ah oui, ces Tu es livres qui comme sont tu es, extraordinaires. ça c'est le Ouais. bel album qui regroupe les 4 histoires pour enfants que j'ai écrites et qui sont aujourd'hui, figure-toi, traduites dans 13 langues. Et qui Ouais, sont des histoires extraordinaires que mes enfants ont adorées, donc je tenais à en parler aussi. ça c'est Merci gentil. Olivier d'avoir partagé ce moment précieux avec nous. Merci de ce dialogue du cœur. Donc ce qui se transmet ne s'écoute pas seulement, ça descend, ça s'infuse, ça travaille en silence, là où les mots ne vont plus. Dans le prochain épisode, le dernier de cette série, vous entendrez des voix, des parcours, des vérités intimes, des personnes qui, comme moi, ont traversé les cercles du pardon et en sont ressorties profondément transformées. Parce que parfois, pour comprendre la puissance d'un rituel, il faut entendre les histoires de celles et ceux qui l'ont vécu. Merci d'être là, merci d'écouter, merci surtout d'ouvrir votre cœur. Merci Aïcha, merci beaucoup. Merci Olivier. Avant de refermer cet épisode, laissez peut-être résonner ce qui a fait écho pour vous, sans chercher à tout comprendre, sans chercher à tout retenir. Comme un diapason, une note suffit parfois pour se réaccorder. Les éclaireurs ne donnent pas de réponse toute faite. Ils offrent un espace, un temps, une vibration. Et chacun repart avec ce qui est juste pour lui. Merci d'être là et de faire vivre cet espace d'écoute et de transmission. À très bientôt dans Les Éclaireurs.